Ça va, Hugo. Voilà, c'est mieux. Ça va, ça tourne dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Hugo? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Hein? J'aimerais bien comprendre, Hugo. Hugo ne parle pas. Et jusqu'à l'âge de 10 ans, on avait l'impression qu'il n'écoutait pas non plus, qu'il n'entendait pas, parce qu'il ne se retournait pas quand on l'appelait, ou il ne semblait pas réagir tellement à la parole de sa famille ou des gens autour de lui, au point qu'on s'est même, au tout début, demandé s'il avait un problème de surdité. En réalité, il réagissait à la musique, il réagissait à certaines chansons qu'il pouvait entendre. Donc, et puis on a fait des tests d'audition et il pouvait entendre. Et en parallèle, en même temps qu'on se rendait compte qu'il n'avait pas de problème d'audition, on voyait qu'il avait d'autres types de problèmes qui faisaient qu'on a petit à petit, vers l'âge de 3-4 ans, disons, établi un diagnostic d'autisme. Edwin. Tu vois, il y a Edwin, il y a Chuto qui est là, et il y a Stéphane. Parce que tu leur as fait du mal, tu les as tapés pendant la piscine. D'accord? Et on va te rappeler que c'est interdit, tu n'as pas le droit. C'est compris, Hugo? Là, toi, c'est toi. C'est interdit, tu n'as pas le droit. Hugo, interdit, de voilà. frapper. De frapper. Edwin. Regarde. Chuto. Et Stéphane. C'est interdit. Ça nous met en colère. Ouais. Toi, regarde Hugo, toi, tu peux taper le pas. Vas-y. Ça, c'est ça, auto. ça, tu peux. Là, tu as le droit. Tu vas demander pardon à Edwin, Chuto et Stéphane. Non, regarde. Toi, allez, tu leur te demandes mets pardon. debout et tu demandes qui va pardon. se mettre debout. C'est lui qui s'est mis. Allez, tu vas demander pardon. C'est Hugo qui s'excuse. Non, Hugo. Ah mince. Là, c'est non. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Cette absence de communication, de possibilité de s'exprimer, c'est pour lui, ça a toujours été jusqu'à aujourd'hui, un enfermement qu'il subit et qui lui rend la vie difficile, de ne pas pouvoir s'exprimer s'il a mal, s'il a faim, s'il veut dire quelque chose. Il voit ses deux petits frères parler, tout le monde parle autour de lui, il sent bien qu'il y a quelque chose que les gens font autour de lui que lui-même ne peut pas. Et c'est source de frustration, parfois de tension, de colère chez lui. Après avoir fait quelques années d'orthophonie, sans succès, on a eu quelques années à l'étranger où on nous a fait découvrir les systèmes par image, visuel, le PEX, qui a un peu fonctionné parce que Hugo est assez visuel, notamment pour les puzzles, etc. Il a une très bonne mémoire visuelle, donc on a essayé d'utiliser ça, sa capacité de vision et de mémoire et d'attention qu'il a beaucoup développé. Ça a un peu fonctionné également. Et puis un jour,
un ami psychologue qui connaissait bien Hugo, nous a parlé de la langue des signes, dont nous connaissions l'existence dans le monde des sourds, mais langue à laquelle on n'avait jamais pensé. Pour Hugo, on n'avait pas fait l'association possible que un jeune autiste pourrait en bénéficier.
J'ai l'impression que quand je suis là, comme je suis sourde, et que je m'exprime non pas par la voix mais par les mains, et que je porte une forte attention visuelle au monde, Hugo peut entrer en contact avec moi par le regard. Il sait que je suis comme ça, il le sait, il le ressent, le lien s'est créé tout de suite. Il s'autorise à me regarder dans les yeux parce qu'il sait quel regard je porte sur lui. Il a compris qui j'étais. Peut-être ce que Hugo va avoir l'occasion de trouver avec Sandrine, par exemple, c'est le privilège d'avoir une relation entre deux individus où il n'est plus membre d'un groupe ou s'adressant à un groupe, mais où il est vraiment dans la création, dans la constitution d'une relation entre deux personnes. Je vois qu'il se passe des choses en lui. Ses expressions, ses gestes brusques montrent qu'il veut dire plein de choses. Le problème, c'est qu'il ne sait pas comment réguler ce qu'il exprime par le corps. Il ne sait pas où sont les limites. Le mieux est de lui donner une langue. Au cours de nos rencontres, je vois qu'il reprend quelques-uns de mes signes. Il s'en empare. Et ça l'apaise. Il est moins brutal, sa gestuelle est moins vive. À mon avis, il faut lui donner une vraie langue. Continuer avec la langue des signes. On était à table en train de terminer le dîner. Et pour lui, c'est le moment de prendre ses médicaments. Alors, on discutait, la discussion continuait. Et Hugo, comme d'habitude, il était un peu à part parce qu'il n'arrive pas, il ne participe pas à la discussion. Mais il restait à table parce qu'il attendait. Voilà, mais il ne pouvait pas quitter la table parce qu'il sait que pour terminer le repas, pour lui, c'est de prendre les médicaments et ensuite ça va. Et il avait marre d'attendre la fin de la discussion. Et tout d'un coup, il a fait ça, c'est-à-dire le médicament. Vous avez oublié de me donner des médicaments. Tu peux signer, et là elle dit vouloir boire quelque chose. Et elle dit oui. Boire quoi? C'est vouloir boire quoi? Vouloir boire quoi? Ouais. Un café? Non. Ça va. Merci. Okay, Et toi, t'as faim? T'as faim, toi? Faim, moi? Tu te fous de moi? Jamais de la vie. Et toi? Moi, ouais, je veux un sandwich. Et toi? Moi. La langue des signes nous apporte un peu d'oxygène, un peu un nouvel air frais, mais elle ne résout pas complètement le mystère de notre fils. Oui. Oui. C'est pas une solution miracle. On sait très bien. C'est peut-être important pour lui. Ça reste quelque chose de peut-être plus accessible.
J'ai un vécu particulier du fait d'être sourde. Dans mon enfance, j'ai connu l'exclusion sociale. Et d'une certaine manière, Hugo la vit aussi, cette exclusion. En plus, j'ai grandi dans une institution où j'étais perçue comme une handicapée. Et ce même regard, il est posé sur Hugo aujourd'hui. Il est vu comme un handicapé lourd. Ce regard que les professionnels posent sur lui, je ne le partage pas. Moi, je le vois différemment. Je suis plus dans une relation humaine. Je le vois comme un être vivant. Une personne. Je pense que Hugo aime bien Sandrine parce qu'elle n'essaie pas de faire quelque chose qu'il ne peut pas. Je pense qu'elle pense d'abord à son bien-être et elle est très attentive si Hugo est prêt à faire et si Hugo est content de faire telle chose. Elle n'oblige pas à... Elle guide Hugo, mais elle n'est pas éducatrice. Elle n'essaie pas Elle n'a pas d'objectif de tirer Hugo à tel point et d'arriver à tel niveau. C'est pas ça son objectif, je sens très bien. Cette approche-là, c'est assez rare dans l'entourage de Hugo parce qu'on essaie de rendre Hugo à ressembler à un modèle. Parfois, je lui fais une proposition qui fait partie du processus artistique et ça fait un flop. Ça ne l'intéresse pas. Ça dépend du jour, de son humeur. Dans ce cas-là, je n'insiste pas. Ce qui est important, c'est de voir qu'il exprime des choses. Quand ça ne l'intéresse pas, il l'exprime. Et c'est ça qui compte. Il ne le dit pas, mais ça se voit dans son comportement. Ça se voit clairement. Et là, moi, il est important que je me place dans une écoute active. Je le regarde, je l'observe. Par son regard, il me dit des choses. Je saisis sa pensée, je la ressens.
C'est parce qu'il est autiste, il faut qu'il soit avec les autistes. Je me pose la question, est-ce que c'est une bonne façon d'organiser ce monde-là ou Oui. on peut faire peut-être autrement? Et l'exemple de la relation de Hugo et Sandrine, ça nous fait réfléchir. Peut-être Hugo est peut-être plus heureux d'être avec Oui. Quelqu'un qui est d'un autre qui, monde. qui, un peu, qui le quoi. comprend par ses vécus, mais pas forcément autiste. Bon. Est-ce que c'est faisable?